Sud Radio, Berkov dans tous ses états. En France, lorsque l'on veut garantir des droits et libertés, la Constitution est le bon endroit. C'est un symbole pour les féministes et un coup de com' pour le gouvernement. Nous sommes en guerre. Eh oui. Hier, c'était à Versailles. Non, pas pour célébrer la mort de Louis XIV. C'était le Congrès qui allait entériner l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Joie, pleurs de joie, au Trocadéro, un peu partout. La France, comme d'habitude, donne l'exemple. Vraiment ? Coup de cœur, coup de génie ou coup de com'? On va en parler tout de suite. Et puis, la dette. Oui, parce que pendant les effusions, les embrassements, la dette continue. Plus de 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros. Et les intérêts de la dette, on va en parler avec Marc Toiti, parce que ce n'est plus un fardeau, ce n'est plus un contingent de casseroles, c'est véritablement pratiquement les travaux d'Hercule, comment on va faire. Et puis autre chose aussi, autre trou abyssal, l'électricité. Vous avez vu, tous, on paye tous beaucoup plus cher notre électricité. Et ça continue encore et encore. Nicolas Meyer nous explique, voilà, EDF, ça marche du tonnerre de Dieu, font des bénéfices superbes. Mais pourquoi ça se répercute pas sur le consommateur? Eh bien, on va en parler. Et puis nous allons recevoir Jean-Claude Nevers, qui est maire de Montfort, dans le Jura. Et il va nous raconter, vous savez, on reçoit nous aussi, les citoyens français. Il a pas un livre qui sort. Il est ingénieur, il a été officier, sous-officier, il est maire. Il va parler, comme beaucoup, de l'état de la France. Et nous donnons la parole à ceux, effectivement, citoyens, lambda ou pas lambda, mais qui ont des choses à dire, et beaucoup de choses à dire, sur l'état de notre cher et doux pays aujourd'hui. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister, parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute, et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Congrès de Versailles hier. Congrès de Versailles, la totalité des députés, la totalité des sénateurs, tout le pouvoir législatif était là. Pour fêter quoi? Une inscription à la Constitution, laquelle? Celle de l'interruption volontaire de grossesse. Ah bon, il y a du nouveau? On en parle. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Pas Goldman, là c'est pas ça. Non, c'est pas, elle a fait un bébé toute seule, effectivement, fait de société. Chanson cultissime, mais là non, elle n'a pas fait de bébé tout seul, elle n'a pas envie de faire de bébé, et elle a le droit, effectivement, le plus légitime, de refuser, effectivement, les accidents de la nature, de l'amour, ou du marivaudage. Donc, effectivement, inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, votée à une majorité massive, tout le monde pratiquement, je crois qu'il y a eu que 780 parlementaires ont approuvé l'introduction à l'article 34 du texte fondamental de la phrase. Je rappelle, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. 72 parlementaires ont voté contre. Mais le problème n'est pas d'être pour ou contre. Je crois qu'effectivement, la majorité d'entre nous, je parle surtout des femmes, mais même les hommes, sont pour, effectivement, le choix. Mon corps, mon choix, la liberté de choix. Simplement, est-ce que tout était déjà là? Pourquoi, effectivement, cette chose? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la position de Yael Braun-Pivet, qui était la reine de la journée, puisqu'elle est présidente de l'Assemblée nationale, et qu'à ce titre, elle présidait le Congrès. On l'a vu s'avancer absolument devant la haie des militaires, qui recevaient pompe magnifique et tout ça. Et on l'a entendu, donc, Yael Braun-Pivet, hier expliquer pourquoi c'était tellement important
d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Écoutez. J'ai pensé à toutes ces femmes qui se sont battues à travers les ans pour conquérir cette liberté. Et on s'inscrit en fait, lorsque l'on préside un tel congrès, dans cette filiation. En France, lorsque l'on veut garantir des droits et libertés, la Constitution est le bon endroit. La Constitution est le bon endroit, Madame la Présidente Yaël Braun-Pivet. Très bien, très bien. Sauf que, il y a même pas 6 ans, en 2018, la même Yaël Braun-Pivet, qui était à l'époque présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, écoutez, donc il y a moins de 6 ans, ce qu'elle disait. Je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire, d'autre part, soit utile. Je pense qu'aujourd'hui, ces protections constitutionnelles au regard des droits que vous souhaitez voir inscrits dans la Constitution est suffisante. À mon sens, il est nul besoin de brandir des peurs relatives à ce qui se passe dans d'autres pays pour estimer que ces droits seraient menacés dans le nôtre. Ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui et rien ne vous permet de l'affirmer. Alors voilà, c'était une demande de la France Insoumise d'inscription à la Constitution. Et voilà que bec et ongle, Yaël Braun-Pivet se lève effectivement entre de ça, mais non, vous n'avez pas à agiter les peurs, c'est absolument inutile, ça ne sert à rien, tout est garanti et compagnie, de quoi vous parlez? Alors, qui on doit croire? Vous allez me dire, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Enfin là, c'est quand même... Qui dois-je croire? Yaël ou Braun-Pivet? La doctoresse Jekyll ou Madame Hyde? Qui dois-je croire? C'est vraiment un problème là, hein, en 5 ans et demi. Alors là, magnifique, la Constitution protège. Sans ça, on aurait pu retourner en arrière aux heures les plus sombres de notre histoire. Non, non. Ben écoutez, heureusement, il y a des personnes qui réfléchissent, qui prennent un peu le temps et qui remettent les pendules à l'heure, notamment Anne-Marie Le Pourrier, qui hier a donné une interview au Figaro Live. Écoutez ce qu'elle dit, on a pris des extraits, je crois que là c'est extrêmement clair. Écoutez. Aujourd'hui, le Congrès se réunit à Versailles pour voter l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ce vote est-il fondé? Alors sur le plan juridique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le constituant est souverain. Donc le pouvoir constituant peut décider de mettre ce qu'il veut dans la Constitution. La question, si vous voulez, de l'avortement et de ce projet de loi constitutionnel, c'est qu'il ne sert strictement à rien. C'est un copier-coller du droit positif existant. Déjà, le Conseil constitutionnel vous explique que la liberté de la femme d'interrompre sa grossesse fait partie de la liberté tout court qui est garantie par la Constitution, mais qu'elle doit être conciliée, bien entendu, avec le principe de dignité de l'être humain, de la personne humaine, lequel comporte la protection, implicitement la protection du fœtus. Et qu'est-ce que nous dit le projet de loi constitutionnel? Exactement ça. Il met dans l'article 34, qui est consacré à l'énumération du domaine et des matières qui sont du domaine de la loi, l'idée que la loi fixe les conditions de la liberté de la femme d'interrompre sa grossesse. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà la loi. Un congrès à Versailles, c'est quand même au bas mot 300 000 €. 577 députés et 348 sénateurs déplacés à Versailles à grand renfort d'argent public pour un texte inutile et qui abîme quand même la Constitution, parce que dans une Constitution, qu'est-ce qu'on met quand on parle de philosophie politique? Dans les constitutions des États européens, on met liberté, égalité, éventuellement dignité, mais on met pas IVG. L'inscription dans la Constitution changerait-il quelque chose à la loi Veil? Ferait-il de l'interruption volontaire de grossesse un droit absolu? Ah non, pas du tout. Ça ne touche strictement à rien, d'autant plus que jusqu'à présent, nous vivons sous l'empire du système de la loi Veil, qui était parfaitement rédigé. À l'époque, on savait faire du droit. Et voici ce que disait, justement, la personne qui restera, elle, au-delà des fastes de Versailles, et qui a rédigé, acté, qui était ministre de la Santé, Simone Veil, en 1975. Écoutez. Le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler
et autant que possible en dissuader la femme. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, Anne-Marie Le Pourrier, la juriste, la constitutionnaliste, poursuit. Écoutez. La loi Veil avait prévu un principe, celui du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, assorti de 2 exceptions, l'avortement thérapeutique sans délai et l'avortement de détresse d'un délai de 10 semaines. Ce principe de la loi Veil est toujours écrit dans l'article 16 du Code civil. Il pose le principe de la primauté de la personne humaine et le projet de révision constitutionnelle n'abroge pas, ne touche pas à cet article 16 du Code civil. On voit bien, si vous voulez, que dans les revendications contemporaines, il y a un no limite, une volonté de pouvoir absolu. Les féministes n'acceptent plus les grands principes libéraux du droit répressif, la présomption d'innocence, les droits de la défense, la prescription des infractions, tous les grands principes du droit libéral que nous avons hérités de Cesare Beccaria et de la Révolution française, eh bien, elles en font fi. Si inscrire l'IVG dans la Constitution ne change rien à la loi actuelle et que cette liberté n'est pas menacée, pourquoi en débattons? C'est un symbole pour les féministes et un coup de com' pour le gouvernement et notamment pour le président de la République. Alors, je ne sais pas si Anne-Marie Le Pourrier a raison sur tout. Je ne sais pas si les féministes, peut-être, n'exagérons pas, ne veulent pas du passé faire entièrement table rase. Mais il n'empêche quand même qu'on peut se poser la question. Voilà, tout était là, tout était inscrit. Cette cérémonie ne sert qu'à une chose, eh bien, faire que Emmanuel Macron, président de la République, a réformé la Constitution. Et voilà, on veut mettre sa petite patte ou sa grande patte, chacun, sur la Constitution de 1958 et de 1962 du général de Gaulle. Et évidemment, comment peut-on être président de la République sans marquer effectivement son sceau? Alors, certains font la pyramide du Louvre, d'autres font les grands travaux, et puis là, on sanctionne quelque chose qui est fait. Je dirais quand même, quelque part, nous avons eu affaire à une inspection des travaux finis dans cette histoire. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre parti. Évidemment, vive la liberté de chacun et surtout de chacune de choisir ce qu'elle a à faire. Mais là, beaucoup de bruit, beaucoup d'euros, beaucoup de pompes, pour pas grand-chose, peut-être. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Bonjour André. Bonjour à toutes et à tous. Mais écoutez, on est toujours heureux de vous recevoir, évidemment. Vous êtes économiste, vous êtes président du cabinet Agdefi. Je rappelle que vous êtes sur YouTube, votre plateforme Toiti YouTube, déjà 130 000 abonnés. Et alors je me dis, mais ils doivent être contents vous abonner, parce que, et nous aussi, parce qu'ils se disent, allez, attendez, la dette, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on en a déjà parlé avec vous, Marc, il y avait l'anniversaire, 1974-2024, formidable, la dernière fois que le budget était en équilibre, 2024, plus de 3 000 milliards, etc. Mais surtout, vous nous dites quelque chose qui est quand même énorme. Sur le seul mois de janvier, le déficit de l'État a atteint un nouveau sommet historique de 25,74 milliards d'euros, soit 3,9 milliards d'euros de plus que le précédent record de janvier 2021. Mais à chaque fois, on se dit, et vous savez, Marc, on a discuté, oui, d'accord, c'est terrible. Enfin, écoutez, ça passe, ça fait des années que ça dure, et pourquoi ça ne durerait pas? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question. Comment va marquer Emmanuel Macron son double quinquennat? Moi, je pense que c'est ça. Celui qui a le plus augmenté la dette publique, effectivement, parce que je regardais tout à l'heure les chiffres, parce que bon, il est vrai qu'il y a eu le coronavirus, etc. Mais depuis 2019, donc c'est-à-dire si on est jusqu'à aujourd'hui, le pays, tenez-vous bien, de la zone euro où la dette publique par rapport à notre PIB, à notre richesse, a le plus augmenté, c'est la France. Ah oui. Alors, Cocorico va te dire, mais c'est incroyable. Maillot jaune. Oui. Oui, mais si à la rigueur, on avait une croissance forte en échange, on avait un chômage de plein emploi, on avait la stabilité sociale, sociétale, on pourrait dire au diable l'avarice. Mais ce n'est même pas le cas, parce que sur la même période, depuis 2019, quels sont les pays qui ont fait le moins de croissance? C'est l'Allemagne, l'Autriche et la France. Ouais. Donc, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que on est le pays qui augmente le plus cette dette publique, mais là où il y a le moins de croissance. Donc, il faut qu'on se réveille.
Ça ne va pas durer. Alors, c'est vrai que l'argument que vous dites, vous évoquez, André, disant, mais bon, ça va, c'est nos enfants qui payeront, etc. Bon, déjà, c'est pas sympa pour nos enfants, mais c'est complètement faux. Dans la mesure où, aujourd'hui, c'est les chiffres de Bercy, très bientôt, la charge d'intérêt de la dette, qui atteint déjà 50 milliards d'euros chaque année, c'est-à-dire juste pour payer les intérêts. Juste pour payer les intérêts, c'est bien ça. Ouais. Juste les intérêts, c'est 50 milliards d'euros, et bientôt, selon les dires de Bercy, qui sont très optimistes, ça sera 75 milliards. Ça veut dire que, en 5 ans, la charge d'intérêt de la dette, juste les intérêts de la dette, c'est 300 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. C'est-à-dire que c'est des sommes complètement folles. Alors justement, donc le problème est là. Oui, alors Marc Toiti, justement, cette charge de la dette, restons là-dessus. Ça représente quoi, par exemple, par rapport au budget de l'éducation, de l'armée, de la santé ou de la transition écologique? C'est très simple, c'est devenu le premier poste de dépenses publiques. Ça dépasse maintenant effectivement l'éducation nationale, ça dépasse bien sûr la défense, etc. Mais le chiffre que vous avez évoqué pour commencer, ça c'est très important parce que là franchement, j'en veux un peu à nos dirigeants, tout en étant évidemment respectueux, parce que ça c'est pas normal. C'est-à-dire que quand effectivement en 2020 on nous disait oui, il y a le coronavirus, c'est très dangereux, etc. Ok, alors on a lâché le quoi qu'il en coûte, tout ce que vous voulez, très bien. À l'époque d'ailleurs la dette ne coûtait rien, puisque c'était la banque centrale européenne qui achetait cette dette. Donc ce qu'on appelle la planche à billets, donc ça coûtait 0. D'ailleurs c'est ce qui a fait l'inflation ensuite, mais bon, ça c'est notre débat, mais tu veux dire que à l'époque, ça nous coûtait rien. Aujourd'hui, ça nous coûte très cher, je viens de l'évoquer, 50 milliards d'euros. Mais le pire, c'est qu'il n'y a plus de coronavirus, du moins, plus la pandémie, quoi. Et pourtant, ça continue d'augmenter. On a battu le record, rendez-vous compte. Pour un mois de janvier, on a donc 25,74 milliards de déficit juste de l'État. C'est-à-dire sans compter les collectivités locales. Oui, le déficit de l'État. Sans compter collectivités locales, sans compter le reste, c'est ça. Et oui, juste sur un mois, 25,74 milliards. Donc j'ai vérifié, on n'a jamais vu ça pour un mois de janvier. Et vous savez, je veux pas être méchant, mais je pense qu'il y a eu un petit problème parce que au mois de décembre de l'année dernière, donc de 2023, si vous voulez, en novembre, on avait un record historique de déficit sur 12 mois. Et puis au mois de décembre, bizarrement, le déficit a baissé très fortement. Bizarre. Et puis là, au mois de janvier, sommet historique. Donc, est-ce qu'on n'a pas un petit peu, vous voyez, mis un petit peu de déficit qu'on devait avoir pour 2023, mais pour pas avoir un record historique de déficit, on a dit, on le mettra sur 2024 et puis on verra bien en 2024. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, et c'est pas, moi je suis évidemment pour notre France, pour sauver notre douce France, on en a besoin, mais c'est de la responsabilité. La moindre des choses. Marc Toiti, restez avec nous. On va rester avec nous parce que on va essayer d'aborder justement, au fond, les mesures drastiques qu'il faudra prendre, y compris si elles sont impopulaires. C'est pas possible de rester avec ce quoi qu'il en coûte. À tout de suite après cette toute petite pause avec Marc Toiti. Et puis vous aurez la parole 0826 300 300 pour réagir et pour poser vos questions. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne sais pas si les carottes de la dette sont cuites, Marc Toiti, mais on se dit ça souvent et vous dites effectivement il ne s'agit pas d'être méchant. Mais enfin, à un moment donné, l'impression qu'on a, là, je vous parle, vous êtes l'économiste, vous êtes l'homme de l'art, je me dis mais attendez, c'est quoi? C'est somnambule, on fonce à toute allure, pas de frein, pas des accélérateurs, mais pas de frein, contre le mur, contre quoi? Alors, il s'agit pas de faire l'apocalypse, mais quand même, on a l'impression que voilà, ça continue comme ça, je vous ai dit en début de notre entretien, mais on fait quoi? Est-ce que, franchement, est-ce qu'il y a des mesures impopulaires, dures à prendre, et qu'un politique doit apprendre à être peut-être impopulaire, ne pas penser qu'à sa prochaine réélection? Est-ce qu'il y a quelque chose de dur à faire ou pas? Ou on laisse faire, on laisse... Moi, je pense que avant d'être impopulaire, il faut faire d'abord preuve de bon sens.
Le problème, c'est qu'on n'a même pas ce bon sens, si vous voulez. Vous voyez, l'année dernière encore, les dépenses de fonctionnement, juste le fonctionnement de la puissance publique, ont augmenté de quasiment 30 milliards d'euros. Donc là, c'est pas du social, c'est pas, je dirais de l'investissement. C'est les fonctionnements de l'État, c'est ça, c'est tout. L'administration, la puissance publique au sens large. Ouais, donc, quand on nous dit, on va économiser 5 milliards ou 10 milliards, non, mais il faut repenser complètement le fonctionnement de l'État, parce que nous sommes, comme vous le savez, le pays au monde où le poids de la dépense publique par rapport à notre PIB est le plus élevé. Alors, Marc Toiti, comment concrètement, comment on fait? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un problème de quantité de dépenses, mais de qualité de cette dépense. On sait très bien que cette qualité, malheureusement, n'est pas au rendez-vous. Donc, on dépense pour, entre guillemets, acheter la paix sociale. Et donc, c'est des milliards, effectivement. On l'a vu pendant le coronavirus. Rendez-vous compte que depuis 2020, la dette publique française a augmenté de à peu près 730 milliards d'euros. 730 milliards. Et sur la même période, le PIB français a augmenté de l'inflation, de seulement 350 milliards, 340 milliards. C'est-à-dire qu'il manque 400 milliards. J'ai mis 740 pour récupérer 340. Il y a un problème. Comprenez ? Donc, c'est ça qui colle pas. C'est que on met des moyens, mais il y a une sorte de gabegie, si vous voulez, de dépenses inconsidérées, et finalement, on ne sauve pas. Encore une fois, en mars, vous allez me dire, oui, mais en mars 2020, on a sauvé des vies, etc. Ok, très bien, mais après, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, mais pas seulement à vous, même à Bruno Le Maire, je l'ai dit, mais à d'autres, j'aurais dit, faut arrêter d'augmenter cette dette publique. Et même certains économistes me riaient au nez en me disant, mais non, mais on s'en fiche de la dette publique, tout va bien, on continue comme ça, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais, etc. Ça, c'est encore une fois, c'est du bon sens. C'est même pas une prévision, c'est du bon sens. Mais quand vous ne voulez pas voir la réalité en face, eh bien, c'est tellement facile d'augmenter la dépense publique. Oui, bien sûr. Finalement, on continue. J'augmente ma dette, j'ai des acheteurs potentiels, mais attention, parce que aujourd'hui, 53% de notre dette publique est détenue par des étrangers, non résidents. Donc, si on continue d'acheter, plus de la moitié. Et bien attention, on s'est gargarisé la semaine dernière. Tiens, le Qatar va mettre 10 milliards d'euros en France. Ah, c'est sympa, mais attention, quand on est dépendant du reste du monde, on perd notre indépendance. Si le Qatar et les autres, Marc Toiti, oui, Marc Toiti, si le Qatar, par exemple, mais tous les autres mettent 10 milliards, ils vont vouloir un retour sur investissement. C'est pas, ils mettent pas, c'est pas la charité, c'est pas les chiffonniers d'Emmaüs. C'est ça. C'est exactement ça. Mais surtout, je pense encore une fois, le gros problème, c'est qu'on est en train de perdre notre indépendance. Et donc, alors le pire, c'est que la France aujourd'hui est le seul pays qui dérape comme ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de la dette publique. La Grèce, par exemple, qui est toujours numéro 1 en termes de dette par rapport au PIB, et c'est le pays où la dette publique a le plus baissé. Les Grecs, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Belges, ils ont tous fait des efforts pour réduire drastiquement leur déficit public et leur dette publique. Et nous, non. Nous seulement on a fait des efforts, mais on continue de l'augmenter. Et donc ça, c'est très dangereux parce que ça crée des tensions au sein de la zone euro, entre les différents pays qui disent, écoutez les Français, vous êtes bien gentils, mais il faut arrêter vos bêtises. C'est-à-dire que nous tous, on a compris qu'il fallait faire un petit peu d'effort. C'est même pas pour faire plaisir à Bruxelles, c'est pour nos enfants, c'est pour nous-mêmes. Mais il y a que vous qui continuez comme ça. Donc moi, je peux vous dire que ça met en danger la zone euro. Ça met en danger l'existence même de la zone euro. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Alors, on veut que ça explose? Donc, non, je dis, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter, il faut faire preuve de bon sens. Et c'est pas faire peur aux gens. Moi, j'entends certains qui disent, oui, il faut pas faire peur, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais il faut dire la réalité. Il y a les faits. La méthode Coué, ça suffit. Ouais, absolument. Merci Marc Toiti, merci. Écoutez, on va continuer de suivre ça, mais on se demande si le bon sens n'est pas devenu aujourd'hui, chez les princes qui nous gouvernent, ou qui aspirent à le faire, la chose du monde la moins partagée. Hélas. Merci. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oh oui, c'est beau l'électricité quand on en parle comme ça, avec beaucoup de romantisme, effectivement. Mais l'électricité, quand même, qui d'entre nous aujourd'hui, et vous le savez, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, qui aujourd'hui, quand il voit sa facture arriver, commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et je ne parle pas des petits commerçants, des artisans, des boulangers, de tout le monde. Je parle de tous les particuliers qui voient arriver effectivement tout cela. Et qu'est-ce qui se passe là-dessus? Alors, Nicolas Meillan, bonjour. Bonjour André. Nicolas Meillan, vous êtes membre des Éconoclasses, je rappelle, vous êtes ingénieur en énergie. Et vous avez dit que, au fond,
Mais ça se passe très très bien pour EDF apparemment. On dit qu'ils ont fait 10 milliards de bénéfices, mais vous dites qu'ils ont fait 40 milliards de bénéfices. Et en même temps, alors on ne comprend pas, on a suivi les histoires, vous savez, de la reine, on en a parlé plusieurs fois, cette espèce de concurrence sauvage, déloyale ou pas, mais nous alors, les cochons, les cochons les consommateurs, les bons moutons tordus, quand on voit arriver notre facture, et bien nous, ça hausse, mais en même temps que leurs bénéfices explosent. Racontez-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, on va déjà faire un petit cours de finance en 3 minutes pour nos auditeurs. On parle pas de la même chose. Alors, EDF annonce un résultat net de 10 milliards d'euros. Et moi, je parlais de ce qu'on appelle l'EBITDA, qui en français s'appelle l'excédent brut d'exploitation, qui représente en fait les profits générés par l'exploitation de l'entreprise. D'accord. Et ça, c'est 40 milliards. Et puis EDF, après... hein, c'est bien EDF. EDF. C'est ça. Et puis après, on doit enlever ce qu'on appelle les dotations aux amortissements. Donc ça, c'est les investissements qu'ils ont fait, donc à peu près 10 milliards d'euros. On peut enlever aussi des dépréciations. Donc par exemple, ils ont déprécié le projet anglais de 13 milliards d'euros. C'est, entre guillemets, une mesure artificielle, mais ça fait baisser de 13 milliards d'euros le résultat. Ouais. Et puis après, les jeux financiers, ça. Voilà, ça c'est des jeux financiers, mais les investissements, ils y sont de toute façon. Hein, EDF a investi 20 milliards d'euros. Mais le vrai problème, c'est que si vous voulez, quand on regarde les chiffres, en fait, l'an dernier en France, ils perdent donc cette mesure qu'on appelle l'EBITDA à 23 milliards, et cette année, ils gagnent 24 milliards. Donc on augmente ça de 50 milliards d'euros quasiment. Et en fait, mais à quoi c'est dû? Mais ça, c'est dû, si on fait un peu marche arrière, en gros, on a été attaqué par la Commission européenne parce qu'on avait laissé des tarifs réglementés dans les années 2000 qui faisaient qu'on payait l'électricité moins cher que les autres quand les prix du pétrole et du gaz ont augmenté vers 2004-2005. Donc la Commission européenne nous a suspecté d'aide d'État. Donc elle a ouvert une procédure et donc en gros son but c'était de nous faire supprimer ces tarifs réglementés qui sont une entrave au marché, à la libre concurrence, non faussée, etc. Nous on a réfléchi pour essayer de trouver un équilibre qui allait nous permettre de garder ces tarifs, cette protection, tout en tout en se conformant aux exigences de la Commission qui était d'ouvrir le marché, donc de casser le monopole d'EDF, de créer des nouveaux fournisseurs. Qui ne sont que des fournisseurs de factures pour la plupart d'entre eux, hein, bien évidemment. Pas du tout producteurs, pas du tout fabricants. Il y en a quelques-uns, bien évidemment. Vous avez Engie, qui on a fait un cadeau de Compagnie nationale du Rhône, donc à de l'hydraulique. Vous avez aussi Total. Mais après, les autres, on va dire 80% de ces fournisseurs, ils fournissent des factures. Et donc, en fait, on a réfléchi à un mécanisme qui devait nous protéger, que la Commission a accepté en 2012 et qui a permis de solder ce contentieux qui, je le rappelle, menaçait la France de plusieurs dizaines de milliards d'euros d'amende. Hein. Donc, Nicolas Sarkozy, il a signé sur le papier parce qu'il avait le pistolet sur la tempe. Bien sûr. Bon, en fait, ces tarifs réglementés qu'on a construits, ils n'ont pas du tout protégé le consommateur. C'est-à-dire que de 2012 à 2020, les prix du marché étaient plus bas que ce qu'on appelle l'AREN, plus bas que le prix auquel EDF devait vendre de l'électricité aux concurrents. Donc, ils n'ont pas protégé les consommateurs. Et quand les prix ont explosé, il se trouve que ce mécanisme, le fameux AREN, a protégé EDF, mais il n'a pas protégé les consommateurs. Nous, on a donc eu 44% d'augmentation en 2 ans. 3 ans, je crois qu'on est à 70%. Et le vrai problème, c'est que nous, on a été protégés par un bouclier tarifaire. Mais le vrai problème, c'est les entreprises. Grosso modo, je suis une petite PME. L'an dernier, Bruno Le Maire me dit en janvier, signe un nouveau contrat à 280 € du mégawattheure. Je rappelle que le coût de production d'EDF, c'est grosso modo 60. Donc signe à 280. 280. Sauf que quand il signe à 280, c'est pas pour 1 an. C'est pour 2 ans ou 3 ans. Et donc on a beaucoup de PME, de restaurateurs qui sont bloqués aujourd'hui avec ces contrats à 280 € du mégawattheure jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Mais sauf qu'EDF, l'électricité, avec ce calcul artificiel de la CRE, tenez-vous bien, la CRE a demandé à EDF de vendre l'électricité à 240 € du mégawattheure. Alors 240 €, ça va peut-être pas vous parler, ça fait 24 centimes. 24 centimes du kilowattheure, auquel il faut rajouter après 24 centimes le réseau. La CRE, c'est quoi? Vous parlez de la CRE. La CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie qui a été créée en 2000 quand nous avons transcrit
la directive européenne de 1996 qui crée le marché de l'électricité. Et donc c'est elle qui fait... Et il y a un problème dans ce mécanisme d'ARENH créé en 2012 qu'on appelle l'écrêtement, qui est que, grosso modo, en 2012, on s'est dit on va faire un tarif régulé où il y a 2 tiers de nucléaire, 1 tiers de marché. Comme ça, on limite l'exposition du marché. C'était une dérogation au marché. Sauf que quand vous avez trop de fournisseurs alternatifs et qui demandent plus d'électricité que 1/4 de la production d'EDF, eh bien dans ce cas-là, la part du nucléaire diminue mécaniquement dans tous les tarifs réglementés. Et donc par exemple aujourd'hui, si je prends ma facture d'électricité de 2024, vous allez en gros l'électricité nucléaire, les électrons, ça va être 45% de la facture. Et le marché sera à 55% de la facture. Mais si je compte ma facture personnelle, votre facture personnelle, André. D'accord. Mais par contre, si je regarde en euros, eh bien, le nucléaire va être 20% de la facture et le marché 80% de la facture. Et comment ça? Mais parce que le nucléaire, vous avez 45% à 42 € du mégawattheure, et 55% à 200, 250. Et donc là, vous arrivez à ces prix, donc qui sont lunaires. Les coûts d'EDF n'ont pas augmenté. Et donc, ce qui est le problème, c'est que toutes ces entreprises qui sont chez EDF, EDF n'achète pas son électricité sur le marché. EDF produit l'électricité. Donc il la produit à 60 et il leur vend à 280. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que En fait, l'EDF a une marge de folie, quoi. Moi, j'ai pas de problème. Alors, EDF, rappelons-le, EDF a perdu beaucoup d'argent l'an dernier parce que comme la production d'électricité nucléaire a baissé, ils ont dû aller sur le marché pour acheter beaucoup d'électricité, presque 40 TWh d'électricité. Mais la production nucléaire a baissé à cause de facteurs politiques. On est bien d'accord. Non, pas des facteurs politiques. Elle a baissé l'an dernier à cause du problème de corrosion sous contrainte. Vous savez, les problèmes de fissures qui ont impacté nos réacteurs. Et donc, on a fermé les réacteurs. Il a fallu les remplacer. Et donc, on a une production historiquement bas à 280 TWh. Donc, ça va mieux cette année. EDF a perdu beaucoup d'argent l'an dernier, donc là, sinon, ils se refont par rapport à l'an dernier. Et donc, finalement, le bouclier tarifaire, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de recapitalisation par le contribuable, par nos impôts, c'est notre argent. Le bouclier tarifaire, c'est notre argent. Et ça permet à EDF, regardez, l'an dernier, EDF, sa dette avait augmenté de 20 milliards d'euros de 44 à 65. Cette année, elle a baissé de 10 milliards, donc c'est plutôt une bonne chose. Moi, ça me pose pas de problème. Sauf si ça veut dire qu'on envoie des PME en faillite. Et ça, c'est pas possible. On est déjà... regardez les chiffres, il y a que Bruno Le Maire qui n'est pas au courant. On est au niveau de défaillance des PME de la crise financière de 2010. On est à 400 PME par mois et personne s'occupe. 400 PME par mois qui font des faillances. Qui font des faillances aujourd'hui, c'est le même niveau que la crise financière. Ça ne choque ni Bruno Le Maire, ni Olivier Grégoire, parce qu'a priori, eux, ils regardent les chiffres de la Banque de France qui ne sont pas retraités, et comme ils sont un peu arrangés, forcément, ça pose pas de problème. Mais moi, c'est ce qui m'inquiète précisément. Aujourd'hui, les prix de l'électricité ont beaucoup baissé, les prix du gaz ont aussi beaucoup baissé, à cause notamment de la crise économique, la hausse des taux qui envoie l'économie dans le mur. Vous êtes à un plus bas sur le prix du gaz aux États-Unis depuis quand même 30 ans. Donc on est à des prix d'électricité bas. Mais non, nos PME, elles continuent à payer à 300 € du mégawattheure. Ça, c'est pas possible. Et donc, il faut qu'on ait une dérogation pour toutes nos PME qui sont chez EDF, pour que EDF fasse un geste et le permette de résilier le contrat sans pénalité. Parce que si vous résiliez, vous savez, vous avez des pénalités, etc., etc. Nicolas Meillan, est-ce qu'on sait la proportion des PME qui sont chez EDF? Aujourd'hui, on a une idée Oui, grosso modo, dans les clients particuliers, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers chez EDF, 1 tiers chez des fournisseurs alternatifs. Et sur les professionnels, c'est moitié-moitié. Donc à peu près la moitié des entreprises. Après, ça dépend de la taille des entreprises, etc. Mais c'est grosso moitié-moitié. Donc il y en a quand même une très grosse partie. Et puis après, il y a tout le débat aussi de se dire... Et on voit que la position commence à bouger chez Emmanuelle Wargon, qui est qui est la présidente de la Creux, qui est en train de dire... Vous savez combien on a de fournisseurs, André, d'électricité en France? Non. Une centaine. Avant, on en avait un, c'est EDF, maintenant on a 100. On est passé de 1 à 100. On est passé de 1 à 100. Quel est le bénéfice pour le consommateur d'avoir 100 fournisseurs d'électricité? Aucun. Qu'on en ait 1, 2, 3 peut-être, Total, Engie, pourquoi pas? Engie, il y a une concurrence saine. Mais 100, ça sert à quoi? Surtout que la plupart de ces gens-là, je le rappelle, ne produisent pas d'électricité. Parce que
à leur défense. Dites-moi, comment il se fait, par exemple, le particulier ou l'entreprise, parlons de l'entreprise, comment il choisit? Je veux dire, il pourrait très bien dire, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, je reste chez EDF. Comment ça se fait? Est-ce qu'on les amène? Est-ce qu'on je dis pas on les force? Alors, qu'est-ce qui se passe? Typiquement, quand on a mis en place l'Arenh, en 2012, vous avez les prix du marché qui sont devenus inférieurs à 40 € du mégawattheure, donc inférieurs au prix de l'Arenh. Et donc, à ce moment-là, ils pouvaient s'approvisionner sur le marché et faire des meilleures offres qu'EDF. Donc c'est comme ça qu'ils allaient gagner une part du marché. On a exactement le même problème en ce moment. Aujourd'hui, dans votre tarif réglementé que vous payez, si vous êtes au tarif bleu chez EDF, ce qui est mon cas, l'électricité coûte 125 € du mégawattheure. 12 centimes. Dans votre facture aujourd'hui, votre facture c'est 25 centimes du kilowattheure. Il y a 12 centimes et demi qui est pour l'électricité, il y a 6 pour le réseau et 6 pour les taxes. D'accord. Le coût c'est toujours 6. 60 € du mégawattheure, 6 centimes, c'est toujours 6. Donc aujourd'hui, à 125, vous allez avoir des offres plus intéressantes par les concurrents parce que sur le marché, elle est à 60. Je comprends. Donc elle est à 60. Donc là, les gens, EDF va à nouveau perdre des clients pour ces nouveaux fournisseurs alternatifs, une fois plus, dont la grande majorité ne produit pas d'électricité. On va en parler, on va continuer à parler parce que écoutez, ça frôle l'arnaque cette histoire. On va en parler parce que c'est extraordinaire quand vous dites 100 fournisseurs d'électricité alors que on pourrait se contenter de 1 ou de 3 en tout cas. Peut-être 5. Et peut-être 5. Peut-être 5. On se reparle de tout ça avec Nicolas Meillan. À tout de suite après cette petite pause. Oui, avec vous au 0826 300 300 pour poser vos questions et pour demander tout ce que vous voulez à Nicolas Meillan. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Le secret. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états. 12h53 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Nicolas Meillan, l'ingénieur en énergie qui est avec nous, et nous avons Dust qui nous appelle depuis la Haute-Garonne. Bonjour Dust. Bonjour Dust. Bonjour André, bonjour à toute l'équipe, bonjour à votre invité, Nicolas Meillan, je crois. Bon. Non, c'est pas Nicolas Dupont-Aignan, c'est Nicolas Meillan. Mais c'est pas loin. Allez-y, j'en prie. Allez-y. Pour une fois, je vais être plus radical que vous, André, dans le sens où moi je dis pas que ça fleure l'arnaque, je dis que cette histoire d'EDF, c'est une arnaque qui a été montée par les politiques qui se cachaient derrière le principe du libéralisme et de la sacro-sainte libre concurrence. Je veux dire, cette arnaque, elle a commencé le jour de la nationalisation d'EDF, de la privatisation d'EDF. De la privatisation, oui. Oui, à partir de ce moment-là, on s'est fait, les consommateurs, on s'est fait défoncer le portefeuille. Pour un principe dogmatique, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai, Dust, c'est drôle parce que là, quand j'entends Dust, Nicolas Meillan, quand même, vous pouvez dire à quoi ça sert? Alors, justement, parlons-en de l'Europe. Vous dites, ce sont justement, on en parlait hors antenne. Parce que moi, j'allais vous dire, écoutez, le bon sens. EDF, ça marchait. On avait quelque chose qui marchait très bien. Je parle même pas d'histoire sur le nucléaire et compagnie qu'on a essayé à un moment donné en transition écologique, machin, on arrête la moitié du nucléaire, etc. Il y avait un système en France qui marchait. Et Commission européenne nous dit non, concurrence, ça y est, libéralisme, le marché. Enfin, vous avez exposé pendant 10 minutes à un quart d'heure, Nicolas Meillan, vous l'avez fait déjà avant, mais très bien. Mais l'absurdité de ça, les gens qui payent 360, les autres qui payent 40, etc. Enfin, c'est quand même aberrant. Oui, bien sûr. Alors déjà, pour revenir à ce que disait Dust, votre auditeur, moi j'aimerais bien que ça ait commencé il y a 6 mois quand ils ont nationalisé EDF, mais malheureusement ça a commencé il y a 25 ans cette histoire. En gros, 96 c'est la directive européenne pour en fait faire du 100% marché, parce qu'il faut faire du marché partout, surtout, sans distinction. Grosso modo, sur l'électricité, le problème de l'électricité, c'est que ça ne se stocke pas. C'est beaucoup plus compliqué un marché sur quelque chose qui ne se stocke pas. Donc ce qui est pertinent pour le marché, c'est de pouvoir fluidifier, améliorer les échanges qu'il existe entre les différents pays. Ces échanges, ça représente grosso modo 15-20% de l'électricité qu'on consomme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde 80% de l'électricité qu'on consomme, c'est notre nucléaire, c'est notre hydraulique,
Et 15-20%, c'est du marché. C'est le marché, oui. Mais là, le problème, c'est que c'est pas 15-20%, c'est 55%. Mais c'est donc ça. il faut revenir à ces 15-20%. Il faut ramener le marché à 15%. Voilà. 20%. La Commission européenne veut 100% de marché. Aujourd'hui, on est à 55. Il faut repasser à 20. Et gardons, on a nos interconnexions, on les optimise. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour notre nucléaire. Soit. Mais bon, parce que grosso modo, depuis qu'on a optimisé les interconnexions, on exporte moins d'électricité. C'est quand même surprenant, n'est-ce pas? Oui, forcément, puisque les autres peuvent peut-être en exporter non, mais plus. c'est hallucinant parce que comme on avait la puissance nucléaire qu'on connaissait, etc., comme on fabriquait l'électricité à prix, enfin vous le connaissez, on se dit ah non. En fait, c'est intéressant. La Commission européenne, je dirais pas, je suis pas anti-européen primaire, ni même secondaire. Mais enfin, on dit tirez-vous une balle dans le dos ou dans le ventre ou dans le pied et au nom du marché et du sacro-saint marché. Oui, alors, il faut quand même savoir que ça, et ça c'est aussi Henri Proglio, qui l'avait dit lors d'une audition en commission d'enquête, ça arrangeait bien les Allemands. Et les Allemands, je le rappelle, ils sont quand même assez influents dans les projets de la Commission. Ils ne supportaient pas, au début des années 2000, d'avoir un voisin avec un tel avantage compétitif d'une électricité à 3 4 centimes. Et donc cet avantage historique, il fallait en venir à bout. Et le constat, c'est qu'ils y sont presque arrivés. Et oui, et c'est vraiment le problème, Nicolas Meillan. On va se revoir là-dessus parce que le vrai problème est là. On est à 3 mois des élections européennes et on a vu que au nom de la merveilleuse unité européenne, quand il s'agit de se tirer alors dessus à bout portant pour la concurrence, on n'hésite pas. On est très fort, mais le problème, c'est que surtout, on n'a pas d'hommes politiques qui défendent nos intérêts au niveau européen. On a des hommes politiques qui défendent les intérêts européens à Paris, Emmanuel Macron. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on veut des hommes politiques français à Bruxelles pour défendre les intérêts de la France. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et pensez-y quand vous allez voter. Pensez-y, vous votez pour qui vous voulez, auditeur de Sud Radio. Mais écoutez Nicolas Meillan, et pensez-y quand vous allez voter. On a effectivement envie d'avoir des gens qui défendent la France en Europe et non pas les Européens qui défendent l'Europe ou l'Allemagne. Et d'ailleurs, on voit où en est l'Allemagne aujourd'hui en France. Merci Nicolas Meillan. Merci Nicolas Meillan d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre des Éconoclastes et ingénieur en énergie. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Flotte petit drapeau. Et justement, quel drapeau? Alors, vous savez qu'on est à la veille d'élections européennes, on vient d'en parler, avec Nicolas Meillan, et puis... Mais apparemment, ça crée déjà dans cette France archipélisée, divisée, face à face et moins côte à côte, eh bien ça pose des problèmes. Par exemple, dimanche soir, il y avait la présidente du parti macroniste Renaissance en Seine-Saint-Denis, Shannon Seban, qui réagissait au meeting de Jordan Bardella à Marseille pour c'est le lancement du Rassemblement national aux élections européennes. Et alors, Shannon Seban fait d'abord un tweet indigné. Ceci n'est ni un trucage, ni une fake news, dit-elle. À leur meeting de lancement de campagne des Européennes, cet après-midi à Marseille, Jordan Bardella et Marine Le Pen s'affichent avec fierté sans drapeau européen, on croit rêver. Le lendemain, elle est sur CNews, interrogée par Elliott Deval, et voici ce que dit Shannon Seban, écoutez. Moi, si vous voulez, quand j'ai vu ce tweet, je vais vous dire la vérité, j'étais sur le quai du métro, et quand j'ai vu ce tweet, j'ai véritablement regardé à deux fois. On a tout de même aujourd'hui un candidat tête de liste aux européennes, Jordan Bardella, qui ose se présenter aux élections européennes sans drapeau européen. Moi, ce que j'ai envie de dire à Monsieur Bardella, c'est que le drapeau français est intimement lié à la construction européenne, donc au drapeau européen. Et je vois ici beaucoup de mépris dans l'attitude qui est celle de Jordan Bardella envers les institutions européennes. J'ai pas bien compris votre phrase. Le drapeau français est intimement lié à la construction européenne. Absolument, et je crois que l'histoire... Donc le drapeau français est indissociable au drapeau européen. Pour moi, il l'est. Pour moi, il ne l'est pas. Je suis favorable effectivement à ce qu'on ait aujourd'hui un drapeau français qui soit accolé au drapeau européen, comme ça devrait être le cas par ailleurs sur certains édifices publics. Et oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que chacun peut avoir son point de vue, effectivement. Mais le drapeau français est intimement lié au drapeau européen.
Pourrait-on rappeler, effectivement, que le drapeau français bleu, blanc, rouge a un peu plus de 2 siècles et que le drapeau européen a un peu moins de 50 ans ou un peu plus de 50 ans, si vous voulez. Enfin, que le drapeau français peut-être a une autre signification que le drapeau européen. Que deuxièmement, à ce moment-là, où il faut parler du drapeau européen, c'est intéressant d'ailleurs. Shannon Seban dit oui, mais attendez, partout de toute façon. Donc, il faut que dans toutes les mairies, les préfectures, les édifices publics de France et de Navarre, faut plus qu'il y ait seulement le drapeau français. Il faut qu'il y ait le drapeau européen indissociablement lié. Alors, franchement, je vais vous dire, le jour où on sera dans une Europe fédérale et qu'il n'y a plus la France, l'Allemagne, qu'il n'y a plus un pays, qu'il y a une Europe fédérale comme les États-Unis d'Amérique, on pourra parler de drapeau américain, comme le drapeau américain qui est un peu partout. Mais Shannon Seban, vous allez un peu vite en besogne. Je veux dire que moi, très sincèrement, je veux dire, c'est peut-être émotif, c'est peut-être tribal, dites-le comme vous voulez, je ne vois pas et je ne sache pas que la France est déjà fondue dans une fédération européenne où aucun pays n'existe, donc aucune histoire, etc. Mais à ce moment-là, Shannon Seban, allez jusqu'au bout de votre pensée. Remplaçons dès aujourd'hui, dans toute l'Europe, tous les drapeaux, les Belges, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, etc., par l'unique drapeau européen. C'est ça qui devrait vous choquer, Shannon Seban, vous et tous les autres qui veulent voir tous ces pays disparaître dans une espèce d'extraordinaire marigot européen où on voit les concurrences, comment elles s'aiguisent. Enfin, écoutez, on a peut-être un peu de temps, peut-être qu'il faudrait un peu réfléchir avant de se choquer de savoir si Bardella ou quelconque fait campagne sur le drapeau français seulement. Et s'il vous plaît, n'enterrez pas et ne noyez pas si facilement le bébé français dans le bain européen. Le bain européen est encore aujourd'hui un peu troublé, je ne dirais pas marécageux, mais je dirais troublé. Alors un peu de patience, Shannon Seban, peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'il y aura d'autres drapeaux qui vont effectivement se succéder, mais en attendant, allez, on se calme, on va mollo, on va dans la patience. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h10 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter un face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Jean-Claude Nevers, le maire de Montfleur dans le Jura, c'est à côté de Bourg-en-Bresse. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Jean-Claude Nevers, je suis très heureux de vous accueillir. Je dois dire que vous m'avez envoyé une lettre il y a quelques semaines qui m'a beaucoup touché, me dit, et vous parlez, voilà, vous êtes, comme on reçoit ici, dans l'émission et à Sud Radio, un citoyen français, un responsable, vous avez eu beaucoup d'expérience dans divers domaines et on va en parler, et je pense que votre ressenti, votre opinion sur l'état de notre cher et de pays compte. Et d'abord, je voudrais de dire ceci, voilà. Vous me dites, vous avez écrit, je suis maire d'une petite commune du Jura depuis 2014, Montfleur, Montfleur, près de Bourg-en-Bresse, c'est oui. Bien ça. Et vous dites, je suis dans mon 2e mandat et je fais partie des maires agressés. Oui. Vous avez été vous-même agressé. Depuis combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça a commencé en décembre 2021. Oui. Donc, par un courrier un mail qui m'a été envoyé par un administré, où il dit clairement qu'il a sorti son char d'assaut, sur lequel il n'y a pas de marche arrière et qu'il ne fait pas de prisonniers. Et en plus, il en profite pour insulter le conseil municipal, puisqu'il dit que j'ai un conseil municipal d'immigrés récents. Alors pourquoi il utilise ce terme? Parce que la plupart des membres de mon conseil sont pas originaires de la commune. De la commune, voilà. D'accord. Commune de combien d'habitants? 185 habitants. 185, le petit village. Bon. Et vous avez eu, donc ça c'est, voilà, vous avez eu des lettres comme ça Alors, ça a commencé comme ça. Oui. Il y a eu des messages vocaux. Entre autres, un qui a été adressé à mon premier adjoint où on lui a dit qu'il fallait qu'il commence à mettre des sacs de sable autour de sa maison parce que quand on en aurait fini avec le maire, eh bien, ce serait son tour. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu des intimidations. Donc, on a essayé d'empoisonner le chien d'un de mes conseillers. On a renversé des panneaux de 2 rues, crevé des pneus, etc. Et puis, dans la nuit du 24 au 25 octobre 2022,
Durant le conseil municipal, subitement, il y a la voiture de mon premier adjoint qui prend feu. Et puis ensuite, dans la même nuit, le lendemain, moi, la société qui s'occupe d'entretenir les espaces verts et le cimetière m'avertissent que le cimetière a été tagué et que sur des tombes, il y a des propos dont Nevers, tu vas crever, qui sont non seulement des menaces de mort. Dans un village de 180 habitants, une violence, une violence pareille. Oui. De la même personne ou c'est... On sait qu'il y a 7 personnes, en gros, c'est pas nombreux, mais 7 personnes qui sont en contradiction, qui veulent surtout être en opposition, mais qui ne sont pas capables de prendre la place, de toute façon, puisque quand on leur dit, ils disent mais surtout pas, quoi, en fait. Non, voilà. Mais c'est quand même assez hallucinant que dans une petite commune comme ça, on peut être opposé sans être tout à fait violent. Moi, quand j'ai pris mes fonctions en 2014, j'ai dit clairement, je sais qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde, mais pour moi, c'est l'intérêt collectif qui est avant tout pour le bien-être de tous. Voilà. Alors ça a continué puisque il y a eu le 23 octobre l'année dernière, donc on a menacé par lettre anonyme à mon plus jeune conseiller municipal de démissionner, sinon on allait mettre le feu à sa maison et à sa voiture. Et là, le 13 février, ça a été ma plus jeune... 13 février là. Oui, 24, que ma plus jeune conseillère, 22 ans, je crois. On l'a menacée, elle aussi, de démissionner et surtout de ne pas parler de cette menace. Sinon, c'était sa maison qui brûle et sa voiture ainsi que la ferme de ses parents, quoi. Voilà. Voyons. C'est intéressant. Vous êtes en pleine campagne. On fait partie ce qu'on appelle de la ruralité. Voilà. On est dans une vallée. Il faut savoir que le village de Montfleur a une histoire très très riche, qui date de Jean Ier de Châlons, donc au XIIIe siècle. Ah oui, historique. Voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion, parce qu'il y a eu beaucoup de personnalités, dont les princes d'Orange-Nassau, qui ont vécu à Montfleur. À une époque, donc, 13e, 15e siècle, c'était un village de 1000 habitants. Donc à l'époque, c'était une ville, donc en Franche-Comté, quoi, en fait. On va en parler, Jean-Claude Nevers, juste après cette petite pause. On reste avec vous et on va effectivement élargir le périmètre, mais déjà, c'est quand même très parlant ce que vous nous dites. Et peut-être que vous nous écoutez, vous êtes aussi maire d'une commune, appelez-nous 0826 300 300 pour témoigner. Peut-être vous avez été menacé ou vous voulez rendre l'écharpe, appelez-nous 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On est une grande famille sur Sud Radio et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Découvre. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Avec Jean-Claude Nevers, maire de la commune de Montfleur, dans le Jura. Vous avez ajouté, d'ailleurs, parce que c'est très intéressant, vraiment, et passionnant, de te parler de votre quotidien, Jean-Claude Nevers. Vous avez dit, j'ai eu également à gérer un problème énorme de maltraitance animale qui a conduit à la saisie de 380 bovins, c'est dans la ruralité. Exact. Et vous ajoutez... Quel soutien de l'État, des associations des maires, de la préfecture, etc. Aucun. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? On se bat tout seul. Ils ne soutiennent pas. Alors, c'est-à-dire qu'on nous dit souvent, quand on rencontre les gens, parce que on est quand même tenu d'informer nos supérieurs. Bien sûr. Parce que un maire, il a au-dessus de lui 2 supérieurs. Le préfet, qui est donc concernant tout ce qui est, police judiciaire, sécurité, État, etc. Et puis on a le procureur de la République qui est pour tout ce qui est acte civil, puisque la commune doit transmettre tout acte civil, que ce soit naissance, mariage, divorce, etc. Bon, voilà. Alors, quand vous allez voir, dans le cas présent, pour cette problématique de maltraitance animale, j'allais souvent
en préfecture dans les services qui sont ce qu'on appelle la DDT-SPP, donc pour la protection des animaux et de la population. Et on me disait, c'est du pouvoir du maire. Mais comment fait-on, par exemple, pour des vaches qui sont en divagation sur les départementales, qui peuvent être cause d'accidents graves, pour les attraper. D'ailleurs, moi, un jour, j'ai dit, je vais réveiller mon conseil municipal, on va s'équiper de l'assaut, puis on va essayer d'attraper les vaches. Vous voyez, et puis on vous dit, c'est du pouvoir du maire, vous pouvez les attraper. Alors, si vous attrapez, oui, on peut le faire. Mais après, vous avez une réglementation à respecter. Il faut les parquer. Si le propriétaire ne vient pas les chercher, il faut les traire. Etc. Oui. Vous voyez, pour faciliter le boulot d'agriculteur. Et voilà. Donc on est confronté. Alors il y a ces problématiques-là, mais c'est comme la problématique. Moi j'ai dans mon village une dame qui a des problèmes cognitifs, qui souvent fugue, et on passe des nuits à la chercher. Et on mobilise des gendarmes, des pompiers, etc. Et là, les services sociaux... Alors, ils vous disent quoi? Ils peuvent pas s'en occuper? On peut pas le mettre dans une EHPAD, dans une maison? Mais c'est compliqué, parce que vous pouvez pas imposer. Ouais. Vous voyez, alors les services sociaux, moi j'ai eu une réunion avec des médecins déjà de la gériatrie, ils disent oui, il y a des solutions, faut leur mettre des GPS. Alors on vous dit on peut les mettre dans les chaussures ou un collier. Oui, mais si la personne... Alors à ce moment-là, la personne qui va fuguer, faut lui dire attention, faut vraiment prendre le GPS, les bonnes chaussures ou le collier, quoi. Vous voyez. Après, ils se plaignent. Évidemment, quand vous avez une personne qui passe pratiquement toute la nuit dehors, vous faites appel au SAMU, aux pompiers. Bien sûr. Et alors là, vous avez les hôpitaux qui vous disent oui, mais vous nous l'envoyez trop souvent. Oui, mais on fait quoi? Ce que je veux démontrer, c'est le maire du village. Il est confronté à toutes les problématiques. C'est-à-dire problèmes de santé, problèmes d'accident. Dernièrement, j'ai eu une personne qui s'est retournée. Alors il faut s'est retournée avec son véhicule. Ah oui, dans le véhicule s'est retourné. Le véhicule s'est retourné. Donc il faut faire appel aux gendarmes, etc. Début janvier, j'ai eu à traiter 2 personnes nonagénaires, 91 ans tous les deux, qui sont décédées dans leur maison. C'est le maire qui doit aller faire le constat avec les pompiers, les gendarmes. Donc vous voyez toute la problématique auquel on est confronté. Mais apparemment, ce que vous dites, c'est que il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse suffisante de la part des. Non. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop encombrés qu'il y a effectivement, ils gèrent beaucoup de communes, ils gèrent l'ensemble et qu'ils se disent on peut pas tout faire. Moi, je dirais que c'est un problème de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une société dans beaucoup de domaines, y compris dans le domaine professionnel, plus personne n'est responsable. Quand vous entendez les gens, d'ailleurs, si on me disait c'est du pouvoir du maire, vous voyez, donc vous entendez les gens. On va remonter quelques années en arrière, quand il y avait quelque chose qui marchait mal du fait de l'informatisation, on disait c'est la faute de l'ordinateur. Et aujourd'hui, c'est je ne suis pas responsable et on cherche le responsable. Ouais. Vous voyez? Faut trouver, c'est pas moi, c'est moi je peux pas m'en occuper, etc. On est dans la société avec un entretien qu'on a eu avec le procureur de la République. Moi, je lui ai posé une question au cours d'une réunion. Je lui ai dit, mais est-ce que vous croyez pas que la société d'aujourd'hui pousse à l'incivisme? Et il m'a dit, écoutez, vous avez raison, parce que on a fait une société individualiste, de plus en plus. Et en plus, c'est moi d'abord, les autres après. Oui, et puis moi, si j'ai réglé mes problèmes, les autres qui se débrouillent, quoi. C'est un peu ça. On a une question, André, peut-être sur les réseaux sociaux pour Monsieur le maire. Oui, vas-y. Qui nous dit, vous avez tous les problèmes d'une société à gérer, mais pour combien d'euros par mois? Votre indemnité, elle s'élève à combien? C'est pas indiscret. Non, je peux vous la dire. Jusqu'en 2020, c'était 550 € net par mois. 550, ouais. Et depuis 2020, on a eu une petite augmentation. Alors, comme il y a des retenues supplémentaires, en disant on est à 900 €. Donc pour un boulot de 24 heures sur 24. Voilà. Pour un boulot, évidemment. Parce qu'il y a une chose que je vous ai pas dit aussi, dans les menaces qu'on a eues. Le 26 janvier 2023. 23, oui. On m'a réveillé à 1h23 du matin pour me dire qu'on avait mis le feu à la mairie.
Ah oui, carrément. Oui. Et vous avez des gendarmes qui passent, enfin vous avez... Alors moi, si j'ai quelque chose à dire, les gendarmes, moi je dois reconnaître, et ils le savent, je les admire, et grâce à eux, on a une solidarité qu'on ne trouve pas ailleurs. Ils sont très conscients de ce qui se passe dans le village, à Montfleur. Ils me soutiennent, ils m'aident beaucoup, mais aussi, ils ont peu de moyens. Et là aussi, ça vient de la restructuration aussi de l'administration, mais ça on va en parler. Oui, on va en parler de la restructuration juste après cette petite pause. On va se retrouver avec Jean-Claude Nevert parce que c'est un miroir de la France aujourd'hui. Vous voyez, un petit village 180 habitants, c'est un miroir de ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Et puis 0826 300 300 pour poser vos questions ou pour témoigner sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Lidl. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons avec Jean-Claude Nevert, le maire de Montfleur dans le Jura. Effectivement, c'est un cahier de doléances que vous m'avez envoyé, mais c'est un cahier de doléances très précis et passionnant. Les relations avec les communautés de communes, vous dites tout un programme, loi environnementale, urbanisme, désertification zéro, village d'avenir, protection des élus, incohérente. Relations avec le président du département, monde à part en fonction des intérêts personnels. Et vous parliez justement des gendarmes, mais vous parlez aussi de la distance hors antenne, on en parlait, à la distance avec que ce soit le personnel de santé, de sécurité ou autre. Oui. Alors pour revenir sur la gendarmerie, moi en 2014 j'avais encore une gendarmerie à 7 km. 2017-2018, selon les restructurations qui ont été décidées par l'État, donc la plus proche aujourd'hui c'est 19 km. Alors c'est une même brigade, mais qui est à deux endroits. Alors quand à celle qui est à 19 km, ils sont déjà en action. Ouais. Hein, eh bien, c'est une qui se trouve à 32 km qui doit intervenir. Donc, vous imaginez le temps. Bon. Parlons de la perception. Donc tout ce qui est impôts, les impôts. Donc, là aussi, on oublie que dans nos villages, on a des personnes âgées. Alors, avant c'était donc 19 km, maintenant c'est 40 km. D'accord. Alors après, on va vous dire, oui, mais on a mis en place les maisons de France, où on est censé avoir des personnes qui sont là pour traiter toute la problématique administrative que vous pouvez avoir. Oui, mais on a toujours oublié qu'il y a des personnes âgées. Comment font-elles? Alors, faut trouver quelqu'un qui puisse les emmener et à des heures d'ouverture. Eh oui, bien sûr. Donc vous voyez, on n'a pas facilité cette restructuration. Alors après, avec les communautés de communes, qu'est-ce qui se passe? Les communautés de communes, on les a créées. Alors au départ, elles étaient assez proches, on va dire, parce qu'elles regroupaient en gros 7000 habitants, quelque chose comme ça. Puis on a dit, non, c'est pas bien. Maintenant, il faut qu'il y ait beaucoup plus. Donc on a agrandi. Alors pour vous donner un exemple, jusqu'en 2020, je faisais partie d'une petite communauté de communes dont le siège était à 19 km. Aujourd'hui, on a regroupé 4 communautés de communes, ce qui fait qu'entre Montfleur, qui est tout à fait au sud du département, par rapport au village qui est le plus au nord de la nouvelle communauté de communes, il y a 100 km. Vous voulez dire, si vous voulez aller au siège de la communauté de communes, alors là, j'ai 40 km à faire. Quand même, oui. Mais les réunions se font dans une salle où elle peut accueillir les 118 conseillers communautaires. Oui. Et cette salle, elle se trouve à 1 heure de route. D'accord. Puisqu'il faut que je contourne le lac de Vouglan pour y aller. Mais vous n'êtes pas, c'est pas très, vous n'avez pas des réunions quand même trop... Alors on n'a pas des réunions trop souvent, mais la problématique c'est que, par exemple, on a des réunions où on a 50 sujets à traiter. Ah, d'accord. Alors, ça se passe comment? Alors, on vous dit, vous avez le ski en bleu et ski en vert. Donc, ski en vert, il n'y a pas de souci, c'est déjà traité. Et on vous dit, êtes-vous pour, êtes-vous contre? Levez la main. Est-ce qu'il y a des abstentions ou contre? Voilà.
Et puis, pour ce qui est bleu, là, vous avez le vice-président de la communauté de communes qui est en charge du sujet, qui vous explique pendant 5 minutes, mais le résultat est le même. Et on vous dit, maintenant, à vous de voter. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Alors, vous pensez bien qu'un petit village qui n'a qu'une voix, puisque dans une communauté de communes, vous avez des villes plus importantes qui, elles, vont avoir 3, 4 conseillers communautaires. Donc, voilà. Et puis, donc vous n'avez plus, franchement, Jean-Claude Nevers, quel pouvoir avez-vous aujourd'hui pratiquement par rapport à votre village? Vous avez un pouvoir? Vous n'avez plus de pouvoir? Le pouvoir de police, mais qui est quand même très limité, puisque alors qu'est-ce que ça comprend le pouvoir de police? C'est les problèmes de circulation, les problèmes de stationnement, des choses comme ça. Mais là aussi, vous pouvez pas verbaliser. Vous avez plus la possibilité de le faire. Alors en plus, comme on m'a dit, moi, lorsque j'ai eu à passer au tribunal avec l'affaire des vaches, et une des avocates a dit une chose très bien. Elle a dit, vous avez des pouvoirs de police, mais avec quels moyens? Ben oui. Avec quels moyens? Voilà. Alors sur le plan administratif, c'est quasiment la même chose, si vous voulez, parce que là aussi, alors il y a de nouvelles lois. Ces nouvelles lois, on les attribue. Enfin, la compétence est attribuée à la communauté de communes. Ouais. Alors la communauté de communes va d'abord voter, comme quoi est-ce qu'il est d'accord pour l'application de cette loi. Et après, on demande aux conseillers, aux conseils municipaux des différentes communes de valider ce que la communauté a décidé. Donc on marche à l'envers quand même quelque part, quoi, parce qu'en fait on va pas tenir compte de votre décision. Ouais. On va tenir compte de la décision de la communauté de communes d'abord. Voilà. Et quand vous dites alors président de département, etc. D'ailleurs vous dites que vous avez rencontré à 2 reprises Monsieur Macron. À quelle occasion? Au Congrès des maires. Au Congrès des maires. Donc en 2017, j'ai été très surpris d'être invité et de faire partie des 1500 maires, puisqu'il y avait 15 maires par département qui ont été invités à l'Élysée. D'accord. Au moment de l'élection, de la première élection d'Emmanuel Macron. D'Emmanuel Macron. Donc on a été reçus, ce qui est tout à fait normal, avec un contrôle, etc. Ce que je trouve tout à fait logique. Bien sûr. Ce que j'ai trouvé surprenant, c'est qu'on n'a pas eu d'accueil. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 20h, puisqu'il fallait qu'on y soit à partir de 19h30. Et puis ensuite, Monsieur Macron est apparu, le président est apparu, il était 23h45. Ah bon? Vous étiez là depuis 20h? Oui. Et vous attendiez? Oui, alors il y avait des salons, avec de la nourriture, tout ce qu'on voulait, etc. Je comprends. Et il est arrivé à 23h45. Ouais. Alors il nous avait envoyé sa femme à 22h avant quand même. Vous avez eu le temps de discuter un peu avec lui, donc très peu. Il nous a dit qu'il allait visiter tous les départements de France parce qu'il nous a demandé d'où on était. Et nous, en fait, ce qu'on avait dit, c'est qu'on s'était regroupé les 15 maires du Jura. On a dit et on a vu un de ces gardes du corps. On a dit nous, on aimerait qu'ils viennent nous parler. Et on va pas faire des selfies, des trucs comme ça. Donc on voulait que ce soit avec dignité. C'est une chose sur laquelle moi je suis très attaché à la fonction, que ce soit présidentielle, député, etc. Vous pouvez remarquer qu'en tant que maire, partout où je vais, où je représente la commune, je suis en costume. Je comprends. Et là, donc, et vous l'avez vu juste rapidement, on va pas, une seconde fois, vous l'avez vu. Alors la deuxième fois, c'était au Congrès des maires en 2019. Et c'est lui parce qu'il y avait eu un hommage donc à Jacques Chirac qui était décédé. Et ensuite, c'est lui qui a ouvert le congrès. Et dans son allocution, il nous a dit bonjour, mesdames et messieurs. Tout le monde attendait mesdames et messieurs les maires. Et il a dit aussitôt, puisque c'était après l'affaire des gilets jaunes, il nous a dit vous ne m'avez pas compris, c'est pour ça que je vous envoie mes ministres. D'accord. Intéressant. Ouais. Vous ne m'avez pas compris, c'est vous qui n'avez pas compris, quoi. Et juste un mot, vous dites en fait, donc vous, Jean-Claude Nevers, et on parlera ensuite, vous avez une espèce vous avez l'impression que les pouvoirs sont quoi, sont plus ou moins sourds, plus ou moins aveugles, enfin la plupart, à ce qui se passe. Moi, je vais vous dire, à la décharge des responsables. Mais ça fera peut-être l'objet de ce qu'on va aborder par la suite, c'est que on a créé une société où j'en ai un peu parlé tout à l'heure, où
les responsables ne sont plus responsables, mais nous sommes depuis le début des années 80 dans une société formatée. Et ça, je peux l'expliquer, puisque j'ai contribué, de par ma vie professionnelle, un petit peu à ce formatage. Et aujourd'hui, j'ai un peu tendance à faire un mea culpa d'avoir contribué à ce type de société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, juste un mot, je voudrais que vous expliquiez en quoi ce formatage, ça consistait quoi, ce formatage? Alors, une société formatée. Eh bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez, on vous a déjà tout défini, ce que vous devez faire, ce que vous devez dire, ce que vous devez penser. Et ça, on l'a fait par la déstructuration déjà des entreprises, mais de l'État. Aujourd'hui, on est dans un... Alors, on vous parle beaucoup, par exemple, nous, en tant que maire, de projets structurants. Oui, c'est les éléments de langage. Bon. Mais en réalité, tout est déstructuré, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, en parlant avec le procureur de la République, nous sommes dans une société du moi d'abord, les autres après. Et on se sert aujourd'hui des outils qui fonctionnent avec les nouvelles technologies et l'informatique. Et moi, j'ai connu, puisque vu mon âge, j'ai connu les balbutiements de l'informatique qui n'avaient rien à voir. Tandis qu'aujourd'hui, et ça a commencé dans les années 80, et je pourrais le détailler, voilà, quoi. Vous dites que ça, oui, c'était parce qu'on pourrait vous dire, ça aurait été bien, justement pour les communautés de communes, l'informatique peut vous amener le distanciel et pouvoir, et ça peut être bien, mais apparemment c'est pas le cas. Non, pas du tout. Et vous savez qu'aujourd'hui, par la dématérialisation qu'on nous impose, même au niveau de l'administration, aujourd'hui, il faut voir que tous ces logiciels sont créés par des sociétés privées qui ne connaissent pas le terrain. Alors, je peux vous... Petite anecdote, si là. Oui, allez-y. Dans les villages, comme dans les villes, on achète des concessions au niveau du cimetière. Ouais. Donc, ma secrétaire me dit, tiens, on a des concessions à enregistrer. Alors, elle dit, je vais chercher dans le nouveau logiciel que l'on a, où se trouvent les concessions. Alors, elle cherche... Pour le cimetière du village. Le cimetière du village. C'est ça. Donc, la première chose, elle va voir dans le cimetière. Eh ben non. Alors, elle a cherché, et elle a trouvé, les concessions sont enregistrées dans urbanisme, logement. Alors vous me direz, c'est le dernier logement dans lequel on va. Ah, c'est fabuleux, ça. Voyez. Ah oui, c'est ça, urbanisme, logement, donc voilà. Ah, c'est magnifique, vive. Ouais, c'est intéressant. Voilà. C'est ça, où en fait les effets pervers. Hein. Oui. Tout à fait. Les effets pervers des bonnes choses. Est-ce qu'on a des... Oui, nous avons Richard qui nous appelle depuis Albi, et je crois qu'il était maire d'une petite commune lui aussi. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Oui, voilà, moi j'ai été maire d'une commune en Aveyron durant 19 ans. J'étais un des plus jeunes maires de l'Aveyron à l'époque. Et je souhaitais réagir tout simplement pour faire part un peu de mon expérience, dire que moi j'ai vu l'évolution. Quand j'ai été maire, on avait en 95 exactement, on avait les services de l'État qui étaient à nos côtés. Il y avait l'équipement, il y avait le trésorier. On pouvait appeler, on avait des services qui nous aidaient sur le plan de l'urbanisme, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la trésorerie. Et puis on avait arrivé une évolution avec des communautés de communes qui nous ont plus ou moins été imposées, avec une carotte qui s'appelait la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Et la question que je me pose, c'est si il n'y a pas une volonté des pouvoirs publics d'user les petits maires. Il y a 36 000 communes en France. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il y en a trop. De les user de telle manière qu'à un moment donné, les communautés prennent le relais, que les communes soient supprimées au profit des communautés de communes. Il y a une évidence, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences qui ont été transférées, l'urbanisme, l'assainissement, la partie économique, qui ne sont plus assumées par les petites mairies. Aujourd'hui, le maire, il a les emmerdements et l'état civil. Voilà, il faut reconnaître que c'est ça. Donc la question que je me pose, c'est cette dernière. Voilà. Jacques Levert, je pense que vous ne serez pas en désaccord avec ce que vient de dire Richard. Ah non, pas du tout. Au contraire, je confirme ce qu'il dit. Hein. C'est-à-dire que les compétences ont été transmises, disons, à la communauté de communes. Et ce qui a été le plus grave, c'est l'arrivée de la loi NOTRe en 2015. Rappelez ce que c'est la loi NOTRe. Alors c'est la nouvelle organisation territoriale de la République. D'accord.
Voilà. Et donc, là, il y a même des présidents de communautés de communes qui faisaient la course à savoir le plus de compétences qu'elles allaient pouvoir acquérir. Ah oui. Et enlever les compétences le plus possible. Voilà, voilà. Et il a raison, l'ancien collègue, de dire que depuis, c'est les communes, vous avez les embêtements, mais par contre, nous, la communauté commune, et ne serait-ce que financièrement. Parce que là aussi, en plus, vous pouvez pas aller... C'est elle qui a le pouvoir financier, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Pour toutes ces compétences qu'elles ont. C'est ça, bien sûr. Et on a sorti une nouvelle loi, là aussi, la CLECT, qui est en fait le transfert des charges, des compétences que vous avez transmises. Mais c'est pas les charges du moment, c'est à vie. Ah, d'accord. C'est-à-dire, oui, vous transmettez vos charges, compétences, etc. Et voilà. Et moi, sauf que les incidents du quotidien, c'est vous. C'est nous qui les avons. Et les grognements, les mécontentements des habitants, c'est le maire local qui, lui, les prend en pleine figure. Bien sûr. D'ailleurs, beaucoup d'administrés disent, mais la communauté de communes, à quoi ça sert, quoi? Voilà. Non, mais vous savez, je suis très frappé par quelque chose. Je fais un rapprochement, comparaison n'est pas raison. C'est intéressant de voir, au moment où on parlait du drapeau européen, qu'il y a des gens qui veulent effectivement fondre tous les pays dans l'Union européenne, qu'il n'y ait plus qu'un drapeau européen. Et puis il y a des gens qui, même au niveau français, veulent supprimer les communes, les petites communes, les villages, et puis rassembler tout ça. Mais n'oubliez pas qu'à une époque, il y en a qui souhaitaient supprimer les départements. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. D'accord. Alors, regardez là aussi, pour un domaine qui concerne beaucoup de monde, tout ce qui est scolaire. Oui. Alors, le transport scolaire, le scolaire déjà, selon si c'est le primaire, les collèges et les lycées, c'est pas les mêmes responsables. Dans un cas... Primaire, c'est vous, non? Non, c'est plus les communes, c'est les communautés de communes. Ah oui, c'est ça, oui. Alors après, c'est les lycées, les collèges, là, c'est le département. Alors, le transport scolaire, jusqu'à une certaine époque, c'était le département. Maintenant, c'est la région. Ah, c'est la région, complètement. Oui. Alors, vous imaginez, il y a des problématiques de manque de chauffeurs de bus, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui font 1 heure de bus, parce que, évidemment, on a agrandi la tournée. Voilà. Et comme il y a de moins en moins de chauffeurs de bus, ils aménagent les circuits, ce qui fait qu'il y a des gamins qui peuvent passer plus d'1 heure avant d'arriver à l'école ou de rentrer le soir chez eux, quoi. Donc 1 heure aller, 1 heure retour. Oui, bien sûr. Ça. Ah oui. Intéressant. On va peut-être en continuer à parler après une petite pause. Oui, avec vos 0826 300 300, vous aurez la parole pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Jean-Claude Nevers qui est maire d'une petite commune à Montfleur dans le Jura, 185 habitants, qui nous raconte comment c'est dur aujourd'hui d'être maire d'un petit village. Et puis nous avons Chantal qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur le maire, je suis ravie, je vous remercie de toutes ces émissions intéressantes et ô combien concernant les Français malheureusement qui se sentent pas toujours qui n'écoutent pas toujours, c'est dommage. Je voulais vous dire que moi j'ai été confrontée à beaucoup de soucis vu que j'habite Narbonne et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ignorent qu'on a créé des tas de services depuis que nous avons le comité de communes et la communauté de communes a créé un service qui s'appelle le service de la tranquillité publique. C'est pas beau ça? Vous savez à quoi ça sert? Oui, à quoi ça sert? Voilà. Alors je suppose que Monsieur le maire connaît bien sûr, mais moi j'ai été confrontée à ce service.
Voilà. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de vous mettre en difficulté alors que vous n'y êtes pour rien, parce que moi c'était au sujet de gravats déposés sur mon terrain. J'avais un terrain non constructible, on m'a déposé des gravats de construction et j'ai été mise en demeure de verser une amende de 150 000 € ou menacée de 2 ans de prison. C'est extraordinaire. Ah, c'est pas mal, comme ça, je suis pas quelqu'un qui ne se pose pas de questions et qui cherche pas à comprendre pourquoi, vu que nous sommes 36 propriétaires sur cet endroit, qui est non constructible entre Narbonne et Gruissant, et donc je suis montée au créneau évidemment parce que ça m'a beaucoup heurté. Sur le moment, je me suis dit. Et le service de la tranquillité vous a. Pas du tout, et ça a duré 2 ans. 2 ans, d'accord. Et le service de la tranquillité publique vous a aidé ou pas? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, et j'étais la seule personne qu'on ait trouvée parce que moi je suis quelqu'un évidemment qui paye des impôts, qui vit normalement, vous voyez. Et les 35 autres propriétaires n'ont jamais été trouvés, bien qu'ils aient des caravanes saccagées, qu'il y ait des débris partout. Il y avait même un ancien camion de la médecine du travail qui était entreposé sur les terrains. Et ben c'était la seule, figurez-vous, qui était trouvable. C'est quand même incroyable. Chantal, et alors ce service donc est intéressant. Oui, alors ce service, vous avez entendu parler de ce service? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors ça rejoint peut-être un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les maisons de France où il y a des services administratifs à la disposition des administrés pour traiter, mais la problématique qu'elle évoque, normalement, c'est de la responsabilité du maire. En fait, ce que vous dites, c'est très passionnant, Jean-Claude Nevers. Ce qui est intéressant, c'est que au fond, il y a quelque chose, vous dites, on a été très dépossédés, bon, et c'est normal, je veux dire qu'il y ait aussi une entraide, mais que cette entraide soit positive et qu'elle ne soit pas uniquement, attendez, je peux m'occuper de rien, débrouillez-vous, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. On a multiplié les couches, mais des couches qui nous apportent rien vraiment, puisque quand on est confronté à la problématique, là, cette dame, par exemple, là, qui évoque les décharges sauvages, etc. Un tout terrain ça. Constructible, on décharge, on met du gravat et puis débrouillez-vous et payez. Ben oui. Et là aussi, il faut savoir qu'avant, il y avait ce qu'on appelait les PLU, les plans locaux d'urbanisme. Il y avait les cartes communales, par exemple, pour un village comme Montfleur, petit village. Donc tout ça, c'est modifié. Maintenant, c'est le PLUI, c'est-à-dire que c'est devenu intercommunalité. Ouais, c'est toujours au niveau de l'échelle. Ouais. Et il faut se plier à ça maintenant. Alors là aussi, on avait des services par la DDT tout ce qui était urbanisme, qui était gratuit. Aujourd'hui, c'est les communautés de communes qui s'en occupent, mais c'est payant. Eh oui. C'est-à-dire que maintenant, la commune doit payer tous les dossiers qu'elle envoie à la communauté de communes. Alors il y a en plus des impôts qu'elle paye, en plus de tout cela. Mais bien sûr, vous voyez. Donc comme ça a été évoqué, on a voulu créer des villes nouvelles, soi-disant parce que voilà, c'était pour garantir un service et tout. Alors on a brandi des carottes. On a dit à des maires mais plus vous serez regroupés et si vous atteignez un certain nombre d'habitants, vous aurez 5% en plus. C'est ça. Oui, mais une fois qu'ils ont été confrontés à la problématique, ils se sont regroupés. Alors beaucoup pensaient que c'était 1 + 1 + 1, ça allait faire 3. Eh ben non, on leur a dit maintenant vous n'êtes plus qu'une commune, donc ce sera pour un rata d'une commune. Vous voyez. Intéressant, tour de passe-passe. Je crois que nous avons quelqu'un. Oui, nous avons Ada qui nous appelle depuis Villeurbanne. Bonjour Ada. Oui, bonjour Ada. Oui, bonjour monsieur, je suis un peu intimidée, mais j'espère que je vais bien exprimer les questions que je veux poser à monsieur le maire. Voilà. Monsieur le maire, deux questions. Pourquoi avez-vous des caméras, même pour un petit village que vous avez, voilà. Et les personnes qui qui font problème, en général, c'est quand même des personnes qui sont en souffrance. Pourquoi ne pas les convier et faire des réunions pour apaiser, pour ouvrir le dialogue et leur tendre la main, entre guillemets, voilà. Et juste une dernière, si
suggestion, là par contre c'est une idée de ma part. Vous savez, il y en a ras-le-bol je suis peut-être un peu hors sujet, mais juste une minute. Vous savez, il y avait un responsable des pompiers qui disait n'oubliez pas que 99%, 90% des feux sont criminels, 90. Oui. Et ça, les journalistes, ils ne le disent jamais. Et moi, j'ai pensé, pourquoi ne pas faire, dès qu'on rentre en zone naturelle, quoi, pourquoi ne pas faire une espèce de contrôle et voilà, et là aussi de mettre des caméras à longue portée, parce qu'on a ras-le-bol des feux vous voulez pas de caméras à l'intérieur du village, mais vous les voulez dans les forêts. Ok, Ada, oui, Jean-Claude Nevers. Bon, alors, en ce qui concerne les caméras, c'est quelque chose qui coûte très cher. On met pas une caméra comme ça, donc il faut qu'elle soit déclarée. Parce qu'il faut alors les seuls qui ont autorisation à mettre sur la voie publique, c'est les maires, mais il faut que ce soit déclaré et il faut qu'on puisse contrôler tout ce qui est enregistré. Et ça, beaucoup de gens le savent pas. Bon. Et ça ne résout pas les problèmes. Parce que quand il y a eu les émeutes, là, au mois de juillet l'année dernière, la première chose qu'ils attaquent, c'est les caméras, pour pas qu'on les voie. Oui, bien sûr. Bon. Donc voilà. Faire des réunions avec la population. Moi, j'ai essayé une fois pour un projet. Ça tourne au pugilat. Et si on a un conseil municipal qui est censé être représentatif du village, il a toute l'attitude à prendre les décisions. Oui, en connaissance de cause. Oui, bien sûr. D'accord ? Bon. Malheureusement, aujourd'hui, l'incivisme ne se combat pas avec des caméras ou des réunions. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que comme il y a des problèmes, et c'est un autre sujet, problèmes d'éducation, beaucoup de parents qui ont baissé les bras, qui pensent que c'est à l'école nationale d'éduquer les enfants, etc. Alors oui, on essaye. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'empathie, mais s'il y a quelqu'un qui a décidé que vous lui plaisez pas, bah vous aurez beau faire, hein. De toute façon. Jean-Claude Nevers, on a parlé de Jean-Claude Nevers, maire de Montfleur. Vous reviendrez bientôt pour parler de Jean-Claude Nevers, ingénieur, sous-officier, et ce que vous avez fait en Europe et ailleurs. Mais là, c'était très important que vous nous parliez effectivement de la vie quotidienne d'un maire de petits villages et surtout avec les pouvoirs qu'on est en train de rassembler et les irresponsabilités qu'elles engendrent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Claude Nevers. Je rappelle que vous êtes maire de Montfleur. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. On se retrouve demain entre midi et 14h. On parlera du Super Tuesday. Demain, on débriefera cette élection américaine. Et puis tout de suite, c'est Brice Lay sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.